Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Disciples de Charles Gave. Vous allez écouter son dernier article publié le 6 novembre 2023. Il est intitulé L'émergence de nouvelles réserves de valeur. Vous trouverez tous les liens en description si vous souhaitez le lire par vous-même ou accéder directement au texte sur l'Institut des libertés. Je vous rajouterai en post-production les graphiques pour ceux qui peuvent se permettre de regarder l'écran tout en écoutant le podcast. Pour ceux qui sont en voiture, restez concentrés. On ne plaisante évidemment pas avec la sécurité routière. Allez, on est parti. Une monnaie doit avoir trois fonctions et être à la fois un étalon de valeur, un moyen d'échange, une réserve de valeur. Depuis quelques années, je dis à qui veut bien m'entendre que les États-Unis et la zone euro suivent des politiques visant à procéder à la très keynésienne euthanasie du rentier, qui consiste simplement à ne pas payer un prix de marché au rentier pour son épargne, ce qui permet à l'État d'emprunter facilement et de rembourser en monnaie de singe. Ce qui revient à dire que les monnaies de ces pays ne sont plus des réserves de valeur et qu'épargner en revenu fixe dans ces monnaies est idiot. Et comme l'épargne n'est plus rémunérée convenablement, les gens, fort logiquement, épargnent moins. Et comme l'épargne sur le long terme est égale à l'investissement tout aussi logiquement se met à baisser aussi. Et donc, la productivité du travail s'écroule, le niveau de vie suit, la croissance s'effondre, et les autorités ont conclu qu'il faut baisser encore plus les taux d'intérêt pour soutenir l'activité, entre guillemets, c'est-à-dire voler encore plus les épargnants, et donc faire encore plus de quelque chose qui ne marche pas. Et ainsi de suite, jusqu'à la faillite finale qui ne manque pas de toujours se produire. Les keynésiens sont donc au communisme ce que le coca zéro est au coca normal. Premier point, les communistes disent que le communisme a échoué parce qu'ils n'ont pas pu tuer assez de gens. Deuxième point, les keynésiens, eux, disent que si leurs politiques n'ont pas marché dans le passé, elles ont toujours échoué, c'est parce que on, entre guillemets, ne les a pas laissés ruiner assez d'épargnants. Après un siècle de désastres causés par le communisme et par le keynésianisme, on pourrait penser que les intellectuels français auraient compris et cesseraient de recommander des politiques qui ne marchent jamais. Il n'en est rien. Ils restent tout fièrement communistes, étatistes et keynésiens, préférant avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Monsieur Piketty en étant un merveilleux exemple. Mais cette attitude n'est pas nouvelle en France. Ainsi, Rousseau, écrivant sur la fonction dont il fallait éduquer les enfants, commençait avec son livre en écrivant cette phrase immortelle, reprise par les gauches du monde entier. Citation: Avant tout, il nous faut écarter les faits. Fin de citation. Bien entendu, pour ces esprits supérieurs, écarter les faits nécessite d'envoyer dans des camps de concentration ceux qui veulent gérer en fonction de la réalité. Ces politiques amènent donc toujours à un écroulement de la démocratie, ce qui ne gêne pas les intellectuels français qui ne l'ont jamais beaucoup aimé. Ayant souligné une fois de plus que dans notre pays, proposer une politique qui n'a jamais marché est toujours accueillie avec ferveur par les intellectuels, il est temps de revenir à nos moutons. Résumons. Premier point. Le but d'une telle politique est toujours de ruiner celui qui a acheté des obligations d'État, c'est-à-dire de procéder à un vol au détriment de l'épargnant. Deuxième point. Cette politique de pillage de l'épargne par l'État a été suivie dans la zone euro sans interruption depuis la grande crise financière de 2008 jusqu'à 2022. Troisième point, pour que le vol soit efficace, il faut que cette politique soit suivie par un véritable effondrement des marchés obligataires. Vérifions si cet effondrement a commencé. Premier graphique intitulé Les réserves de valeur classiques en dollars et en termes réels. Il nous montre deux courbes, une courbe rouge exprimant la valeur d'un portefeuille en obligations américaines, ainsi qu'une courbe bleue exprimant la valeur d'un portefeuille en obligations allemand. Le graphique démarre dans les années 80, il finit de nos jours, et on constate que à la fois les obligations allemandes et américaines étaient en croissance des années 80 jusqu'à la crise de 2008-2009, qu'à la suite de cette période et renforcée par la crise de l'euro en 2012, l'évolution de ces portefeuilles latéralise, on parle de range, et qu'après la crise de 2020,
la valeur de ces portefeuilles s'effondre. Nous partions d'une base 100 dans les années 80 pour latéraliser de 2012 à 2020 entre 550 et 650 avant la chute donc de ces dernières années où nous avons désormais un portefeuille en obligations américaines qui est évalué à 413, le portefeuille en obligations allemandes, lui, à 328. Je reprends le texte. De 1985 à 2007, tout est normal. Les rentiers gagnent leur vie tranquillement. Arrive la grande crise financière de 2007-2008. Les taux courts, en termes réels, deviennent négatifs. La Banque centrale US imprime comme une malade. L'euthanasie du rentier a commencé, mais les dix rentiers ne s'affolent pas et se disent que ça ne va pas durer. Ensuite, explose la crise de l'euro et les taux réels restent négatifs. Les rentiers commencent à se faire du souci et de 2012 à 2020, ils cessent de gagner de l'argent. En 2020, nous avons la crise du Covid et rebelote. Non seulement les taux deviennent encore plus négatifs, mais en plus, la Fed et la BCE font marcher la planche à billets comme des folles. Dernier point, les marchés obligataires américains et allemands s'écroulent comme jamais dans l'histoire moderne. Mission accomplie, donc. Mais c'est à ce moment qu'apparaît un léger problème qui apparaît dans le deuxième graphique. Deuxième graphique qui exprime en euros la rentabilité de différents marchés obligataires. Nous avons toujours le marché obligataire allemand, le marché obligataire américain, et en plus, le marché obligataire indien et chinois, auquel, en vert, nous avons également une courbe qui représente la valeur de l'or. Ce graphique débute en 2006, il finit de nos jours, et la base 100 est placée au 1er mars 2020. Si de 2006 au 1er mars 2020, globalement, toutes ces courbes se suivent avec une tendance haussière, on voit une divergence après cette date, après mars 2020, avec deux marchés obligataires qui sont passés en tendance baissière. Il s'agit, comme nous l'avons vu, du marché obligataire allemand et du marché obligataire américain, qui sont respectivement à 72,4 et 77,3, alors que le marché obligataire indien est lui à 104,2, le marché chinois à 110,8 et l'or qui a surperformé tous les marchés obligataires qui est à 128,4. Je le rappelle, lorsqu'on part d'une base 100, tout ça coté en euros au 1er mars 2020. Je reprends le texte. Cette fois-ci, la valeur de tous les portefeuilles est établie en mars 2020 à 100 euros, date du plus bas sur les marchés des actions et du plus haut sur le marché obligataire à cause du Covid. Premier point. On voit que depuis mars 2020, les portefeuilles obligataires allemands et américains ont perdu 27% pour le premier et 23% pour le deuxième. Le vol a eu lieu, même s'il n'est pas terminé. Deuxième point, on voit aussi que l'or est monté de 28%, ce qui est normal. Troisième point, on voit enfin que les portefeuilles obligataires chinois et indiens sont montés de 10,8% pour la Chine et de 4,2% pour l'Inde en euros depuis mars 2020. Et ça, c'est complètement nouveau. Jamais, dans l'histoire financière moderne, nous n'avions eu une hausse des marchés obligataires chinois et indiens quand les marchés allemands et ou américains baissaient. Ces deux marchés ont donc rompu leur lien de vassalité vis-à-vis des marchés obligataires des pays développés, ce qui est sans doute la nouvelle financière la plus importante depuis 50 ans. Et bien sûr, personne ne vous en a parlé. Qu'est-ce que cela signifie? Si je dis or, Chine, Inde, à quoi le lecteur pense-t-il? La réponse devrait être aux BRICS et à la cassure à venir entre le système de paiements internationaux fondé sur le dollar datant de Bretton Woods et le nouveau système monétaire dont je parle au lecteur depuis des années, qui lui sera totalement indépendant du dollar. Rappelons quelques faits. L'Inde est le pays le plus peuplé au monde et est le seul des grands pays où existera dans 20 ans une force de travail jeune et bien formée. La Chine est aujourd'hui la première puissance industrielle au monde, le premier épargnant mondial et le deuxième pays le plus peuplé au monde. Et les marchés nous disent que le nouveau système monétaire sera fondé sur leur monnaie, et sur celle du Brésil, de la Russie et de l'Afrique du Sud, et sur l'or. Nous sommes vraiment en face d'une scission vieille Ouest, quart de la population mondiale, contre nouveau Sud, les trois quarts restants. Conclusion, je persiste et je signe.
Il ne faut avoir aucune obligation ni aux USA, ni dans la zone euro. La partie défensive du portefeuille doit être investie dans les marchés obligataires des BRICS et en or. Mes choix, depuis plusieurs années, ont été d'investir cette partie défensive en obligations chinoises et en or, les deux actifs qui se trouvent avoir eu les meilleures performances du lot depuis le début de 2020. Je ne suis pas mécontent de moi. Comme disent les Suisses, je suis plutôt déçu en bien par le résultat de mes recommandations depuis 2020. Fin de ce nouvel article de Monsieur Charles Gave. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.